Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Véronique Garcia. Bonjour Véronique. Bonjour Daniel. Alors Véronique, on a déjà eu l'occasion de faire des émissions ensemble. Tu es ingénieure horticole, botaniste de terrain, tu es conférencière, formatrice et aujourd'hui tu as souhaité aussi aborder le sujet du lien animal-plante, euh, la manière dont finalement les animaux vont peut-être savoir ou être dans une démarche d'auto-soin. Tu vas nous en parler un petit peu plus en profondeur. Oui, tout à fait. Je te remercie beaucoup Daniel de m'avoir branché sur ce sujet parce que ça fait plusieurs semaines en fait que je souhaitais aborder le sujet, peut-être en mettant en rapport avec des vétérinaires parce que j'ai fait des observations et j'ai eu des résultats très positifs avec des remèdes entièrement naturels. Alors on va parler des plantes, mais il y a aussi d'autres remèdes naturels qu'on peut y associer et qui sont en fait une association entre l'eau et les plantes. Voilà, je ménage un petit peu de suspense, mais qui m'a complètement surprise. Tu sais, je pense que l'eau, on parle de plus en plus de la mémoire de l'eau. Donc l'eau est un vecteur et même un acteur en fait complet du fonctionnement du cosmos et puis de la vie sur Terre. On sait que l'eau, c'est la vie, mais plus encore que ça, l'eau est un vecteur aussi d'émotion, un vecteur de pensée positive. Et moi, je me suis rendu compte cette année, plus que jamais, que l'eau a un rôle important à jouer dans la santé. Et comme j'ai eu plusieurs animaux, beaucoup d'animaux dans ma vie. Là, à l'heure actuelle, j'ai un chat et un chien, mais je m'occupe aussi des animaux qui ne m'appartiennent pas. Par exemple, en 2022, je suis venue au secours une jument, un cheval de trait, une jument comtoise, puisque je vis dans le Cantal et dans le Cantal, on élève des vaches, mais aussi des chevaux pour la boucherie, hélas. Mais toujours est-il que je suis venue en aide à ce cheval et donc j'ai pu tester aussi des remèdes naturels dont je vais parler. J'observe aussi les animaux dans la nature, puisque quand j'herborise, notamment dans les montagnes, pour ceux qui connaissent pas le Cantal, c'est pas que les montagnes ne sont pas entièrement forestières, elles sont couvertes de prairies d'altitude, et donc dans ces prairies d'altitude, les vaches et les ovins aussi, les moutons, pâturent en toute liberté. En fait, ils ont la liberté de changer de pâturage, ils ont la liberté d'accéder aux arbres, aux forêts de hêtres, et donc ils se nourrissent en fonction de leur instinct. Et donc, j'ai pu observer les vaches prélever des feuillages sur les arbres alors certainement pour se soigner, en tout cas, on peut dire pour prévenir des maladies, ça c'est sûr, parce qu'elles en sentent le besoin. Et donc, ces vaches aussi apprennent ces plantes, la consommation de ces plantes à leur goût. On sait que les vétérinaires savent que les vaches ont un rôle à jouer, enfin en tout cas les mamans ont un rôle à jouer dans l'apprentissage de leur bébé pour se soigner d'instinct et aussi un rôle aussi pour les prémunir contre les plantes toxiques. Donc elles ont ce rôle à jouer auprès d'eux. Et moi j'ai pu l'observer effectivement dans la montagne. Aujourd'hui, on connaît l'utilisation des fleurs de bac dans les accompagnements pour les soins animaux, dans les accompagnements vétérinaires complémentaires. On connaît aussi la naturopathie animale, mais c'est aussi intéressant de voir comment d'instinct, chaque espèce peut-être va pouvoir aller s'orienter tout naturellement vers la plante et quelles plantes finalement vont être en lien avec certains symptômes pour justement être en meilleure santé ou pour digérer plus facilement ou peut-être côté un peu bactéricide ou antiviral. Euh, En fonction de tes observations, quel est le spectre finalement de végétaux, d'interaction dans ce lien plante-animal? Alors, je vais déjà reprendre cet exemple des vaches, hein, des vaches qui sont en liberté, qui sont des races rustiques, d'ailleurs, hein, celles qu'on met en montagne. C'est pas les mêmes races que celles qu'on élève dans un bâtiment fermé, qui sont nourries au granulé, bien sûr. Hein. Donc, c'est des vaches qui ont appris à se nourrir de manière naturelle. Donc, je parle des races salaires, des races aubrac, des montbéliardes. Voilà, toutes ces vaches qui sont aptes à vivre en nature. Donc, moi, je les ai vues notamment brouter les feuillages des arbustes des haies sauvages. Donc, les haies, ce sont des ensembles d'arbres naturels, spontanés et d'arbustes. Et donc, lorsque je fais le décompte des espèces qui poussent à l'état naturel dans ces haies, on dénombre beaucoup d'espèces médicinales. Donc, je vais les citer comme ça en vrac. On dénombre l'églantier, dont on sait que le cynorrhodon,
Donc le fruit rouge contient beaucoup de vitamine C, mais c'est aussi une plante à tanins. Donc les tanins, ce sont des substances qui sont très présentes dans la nature, dans la plupart des arbustes de ces et des arbres. Et ces tanins, on les connaît, nous, par l'usage du vin, enfin, par la consommation du vin. On en a fait la publicité il y a plusieurs années en disant buvez du vin, ça vous prémunit contre les maladies cardiovasculaires. En fait, ça ne prémunit pas dans la mesure où il y a de l'alcool, mais ça prémunit parce qu'il y a des tanins qui sont présents dans le vin, et ces tanins, en fait, ils sont introduits par la vigne, par le raisin. Et donc ces tanins, ce sont des substances qui ont une action très puissante sur le système sanguin, et notamment une action qui est anti-hémorragique. Donc par vasoconstriction des vaisseaux dans le corps, ça peut arrêter les hémorragies internes, ça suspend aussi les diarrhées. Donc les animaux qui vivent dans la nature ont des plantes à tanins à profusion autour d'eux, et donc les vaches sont susceptibles de s'auto-guérir de toutes ces micro-hémorragies internes, par voie interne, ou des problèmes de diarrhée en consommant ces feuillages. Donc il y a par exemple, je parlais des glantiers, mais ça peut être le prunelier, ça peut être aussi le feuillage des chênes, le feuillage des frênes, tous ces arbres qui poussent à l'état naturel dans les haies. On a aussi également les aubépines. Alors les aubépines, c'est une plante merveilleuse, hein, puisque la fleur d'aubépine est utilisée sur le plan médicinal pour les hommes en herboristerie, pour réguler le système cardiaque et les émotions. Tu parlais des fleurs de Bach, tu sais que les fleurs de Bach ont une action puissante sur les états psychologiques et notamment émotionnels. L'aubépine, c'est une plante exceptionnelle parce qu'elle ne présente pas non plus d'effets secondaires toxiques. Donc en fait, elle régule complètement le cœur, que ce soit au niveau du rythme cardiaque ou que ce soit au niveau de l'émotion, de manière douce et sans effet secondaire. Donc les animaux qui vivent à proximité de ces haies peuvent prélever ces fleurs ou ces feuillages en fonction de leurs propres états pour se soigner. Il faut voir notamment que le frêne, alors le frêne est un arbre de climat frais. Il est très présent en Auvergne, notamment dans les montagnes à moyenne altitude. Et donc ce frêne, il a été très tôt reconnu pour ses propriétés médicinales. Le feuillage du frêne et les jeunes fruits du frêne, les fruits verts, sont susceptibles de soigner et de guérir toute cause inflammatoire, donc les douleurs, les rhumatismes, mais également les fièvres. Donc les vaches qui broutent les feuillages de frêne, comme je l'ai vu faire à l'été 2023, sont certainement en alerte par rapport à un désordre peut-être interne, un début de fièvre ou des douleurs qu'elles peuvent ressentir, hein. Elles sont susceptibles d'avoir des rhumatismes comme n'importe quel être vivant. Et donc, je les ai vus brouter ces jeunes feuillages de frêne pour se soigner. Voilà. Alors bien sûr, elles ne m'ont pas dit qu'elles étaient malades, mais connaissant la puissance du frêne, pour moi, il est évident que c'est une recherche d'une créature vivante vers un remède naturel. Ce que tu dis est important aussi, c'est bon de le rappeler dans le quotidien, parce que nous sommes habitués finalement à vivre dans nos petits conforts d'habitat, dans nos petites cases, dans nos petits, dans nos petits cubes. Et en fait, on perd un peu ce rapport, nous humains, par rapport aux bienfaits des différents végétaux qui nous entourent encore. Et ce bon sens tout instinctif que les animaux qui vivent au contact de ces végétaux peuvent observer, peuvent connaître au plus profond d'eux-mêmes sans être dans cette analyse, on va dire, synthétique que l'on peut apporter, nous, par rapport à une plante. Tu parlais tout à l'heure du lien avec l'eau. Là, il s'agit de plantes qui est consommée directement sur l'arbre, sur l'arbuste ou dans la haie. Est-ce que il est possible d'administrer une infusion à un animal? Parce que là, tu parlais des vaches, tu parlais d'espèces qui vivent en extérieur. Peut-être que pour le particulier qui a un chien, un chat, ce qu'on va qualifier d'animaux domestiques, ça va être plus dans la démarche d'apporter une autre formule de la plante. Est-ce qu'il y a différentes formules? Est-ce que tu as observé différentes formules dans tes recherches? Oui. Alors là, oui, on va parler plutôt des animaux de compagnie et pas des animaux qui sont en extérieur
comme les chevaux, les moutons, les vaches. Ceci dit, on reviendra peut-être sur les chevaux plus tard. Parce qu'il y a eu voilà, avec le changement climatique, il y a aussi des changements dans la végétation dont on doit être conscient pour continuer à garder cette interaction sur un plan bénéfique. En ce qui concerne les animaux de compagnie, donc moi j'ai récupéré, j'ai fait le compte, une trentaine de chats qui étaient abandonnés et donc c'est une espèce que je connais bien. Pour le chien, j'en ai eu moins, hélas. Mais on veut dire que j'ai toujours eu des chiens là, depuis 15-20 ans. Et de plus en plus, j'essaie de les soigner naturellement. Donc, avec les tisanes, c'est tout à fait plus faisable, parce que j'ai essayé plein de techniques, bien sûr. Notamment, j'ai un chat qui est assez âgé, elle a 14 ans. Donc, elle a développé un coryza, et donc une toux chronique depuis 2 ans. Et j'ai testé des formules. Il faut savoir que j'ai un ami vétérinaire qui, lui, est très aussi axé sur tout ce qui est naturel, qui adore les chats, qui a des chats lui-même. Donc, on échange facilement autour de ce contenu. Il m'avait proposé d'utiliser des huiles essentielles, notamment de thym. Moi, j'ai lu aussi qu'on pouvait utiliser de l'essentiel d'eucalyptus pour dégager les voies respiratoires des chats qui sont encombrés. Bon, par exemple, mon chat, tantôt elle tousse parce qu'apparemment elle est gênée, elle a ce qu'on appelait des crachats, enfin des sécrétions dans la gorge qui la gênent. Alors, tantôt c'est dans la gorge, tantôt ça ressort par le nez, comme n'importe quelle rhinite. Donc, pour dégager ce nez, alors c'est très important pour un chat, je précise, de dégager le nez parce que le chat est très méticuleux dans le choix de sa nourriture et s'il ne sent pas l'aliment, il ne mangera pas, même s'il a faim. Et moi, je l'ai constaté. Mon chat qui commençait à maigrir et qui avait faim ne mangeait pas parce qu'il ne sentait plus la nourriture. Donc, ça devenait quand même prioritaire de lui dégager le nez. Donc, on peut se procurer en pharmacie un appareil qui sert à dégager le nez. C'est une sorte, on va dire un générateur d'aérosol. C'est une petite machine avec une pompe qui envoie de l'air dans un tuyau et le tuyau avec une embouchure. C'est fait pour les êtres humains, bien sûr, hein, mais on peut l'adapter aux animaux. Donc, cette embouchure, en fait, il suffit de l'enlever et d'orienter le tuyau qui va projeter l'air avec la micro-vaporisation d'huile essentielle dans le panier du chat. Moi, c'est ce que j'ai fait en le recouvrant d'une couverture. Donc, ça a marché. Ça demande beaucoup de disponibilité parce qu'il faut faire ça matin et soir pendant une semaine. Et puis, le chat, au bout de 2 jours, il a bien compris que vous allez l'enfermer pour lui faire un drôle de truc qui va cette atmosphère de brumisation qui l'effraie et puis le bruit de l'aérosol aussi. Donc, il va falloir s'armer aussi de patience pour arriver à capturer le chat, le coincer et le mettre dans le panier. Moi, j'ai fait ça 2 fois. À chaque fois, ça dégageait le nez. Mais hélas, au bout de 15 jours, ça revenait. Donc, bon, il y a cette méthode-là, moi, qui m'a un petit peu fatiguée. Après, il y a une autre méthode que j'ai mise en place avec une tisane que peu de personnes connaissent, qu'on commence à trouver dans certains magasins comme les épiceries bio. C'est le lierre terrestre. Alors, le lierre terrestre, c'est un cousin du romarin et du thym. C'est une toute petite plante qui pousse au pied des haies. Voilà, je reparle des haies parce que c'est vraiment un élément du paysage qui est très important sur le plan médicinal, notamment pour les animaux. Donc, au pied des haies, mais ça peut être dans votre jardin, hein, vous pouvez en trouver dans votre jardin ou au pied d'une haie de Troène, ça existe aussi. Donc, cette petite plante, elle fleurit au printemps et en fait, elle contient des huiles essentielles et on le retrouve dans sa saveur qui est légèrement mentholée. Donc, ce lierre terrestre, en fait, son nom latin, c'est Glecomaederacea. Ça, Glecoma, en grec, ça veut dire la plante qui sent bon. Voilà, donc c'est vraiment une plante très agréable. Ederacea qui a des feuilles qui ressemblent au lierre parce qu'elle rampe. Et ce petit lierre terrestre, qui n'a rien à voir avec le vrai lierre, mais beaucoup plus avec le thym, eh bien, on peut en faire une infusion. Et ensuite, avec une pipette, moi, j'ai donné cette infusion à mon chat, c'est quelques millilitres, hein. C'est c'est le genre de pipette qu'on utilise, que j'ai récupéré chez un vétérinaire, hein, de petites pipettes où il y a une dizaine de millilitres, hein, pas plus que ça, hein, dans la pipette. Et donc, chaque matin, je lui donnais son infusion. Donc, avant le repas, comme pour un être humain, en fait, c'est-à-dire à jeun, avant le repas du matin, la pâtée du matin, l'infusion dans la gueule avec un tout petit peu de miel pour voir que le miel n'est pas du tout toxique pour les animaux, c'est pas ça qui va leur donner du diabète, hein. Ça n'a rien à voir avec le sucre, le miel. Et le miel, en fait, va favoriser l'absorption par l'intestin de l'animal de la tisane. Donc, ça va augmenter sa performance. Voilà, donc je lui donnais son infusion le matin, je lui donnais son infusion le soir. Je lui ai fait ça pendant 3 jours. Alors, mon chat est un chat européen, c'est-à-dire elle a un peu de personnalité. Au bout de 3 jours, toujours pareil, elle n'en voulait plus, donc c'était un peu compliqué pour lui ouvrir la bouche.
Mais au bout de 3 jours, ça a fait son effet, de la même manière que l'huile essentielle de thym vaporisée avec le générateur d'aérosol. Donc les tisanes sont tout à fait compatibles avec un traitement d'un chat et ne génèrent absolument aucun effet secondaire. Voilà, donc si tu veux, on mettra le nom de la tisane peut-être en Oui, commentaire. et également au niveau du grammage, parce que je suppose que par rapport au poids du chat, on n'est pas du tout dans le même grammage, dans le même contenu de tisane par rapport à l'infusion. Alors l'infusion, c'est une infusion comme pour un être humain, c'est-à-dire, alors je vais pas faire un 25 centilitres hein, parce que je les utiliserai pas même sur 2 jours. Donc je fais 10 centilitres, mais vraiment c'est pas. Alors on dit une pincée pour une tasse. Moi je mets une micro pincée, mais franchement c'est pas à peser au milligramme près parce que les plantes en fait ne sont pas alors, en tout cas, cette plante-là, les plantes de la famille du thym, ne sont absolument pas toxiques. Alors évidemment, il ne faut pas vider, il faut pas mettre 3 pincées dans 10 centilitres d'eau, mais une toute petite pincée dans 10 centilitres d'eau, il y a de quoi faire pour 2 jours. Puisque, comme je te le disais, moi j'utilise une pipette de 10 millilitres, donc voilà, c'est extrêmement peu. Mais au niveau du dosage, c'est comme pour un être humain, sauf qu'on réduit la quantité, parce que ce n'est pas la peine d'en jeter. Et donc, du coup, le d'une pincée, bah, c'est une demi-pincée. Mais il faut voir que moi, alors je me lance pas à l'aveugle non plus dans le traitement des animaux. J'ai un repère hein, qui m'est donné par un ouvrage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Secrets et vertus des plantes médicinales aux éditions du Reader Digest. Et dans cet ouvrage, je l'ai encore relu ce matin, il précise bien qu'on peut donner toutes les plantes médicinales utilisables chez les êtres humains aux animaux. Voilà, et qu'au niveau des doses, c'est beaucoup moins, et de la posologie, c'est beaucoup moins important pour un animal que pour un humain. Bien sûr, il faut augmenter les doses plus l'animal est gros et les diminuer plus il est petit. Mais on n'est pas dans quelque chose au microgramme près, parce que ce ne sont pas des substances actives pures et isolées, comme on les trouve dans les médicaments des laboratoires pharmaceutiques. Il faut voir qu'il y a toujours le totem de la plante qui agit et qu'en plus, ce totem, il fait en sorte que la plante agit uniquement sur des endroits cibles qui nous demandent dans le corps, que ce soit le corps d'un animal, le corps d'un être humain, et qu'il n'y a pas d'effet secondaire qui va se déployer parce que les molécules sont en synergie. Donc, elles s'équilibrent, elles se régulent mutuellement. Voilà, c'est un peu complexe, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, dans ce que je comprends, si par exemple je me fais une infusion de menthe dans la journée, je peux en donner à mon chat, mon chien, mon cheval, ma chèvre, Ouais, quel que tout soit à fait. l'animal qui vit à mes côtés, là où les animaux qui vivent à mes côtés, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement ce qu'il dit dans cet ouvrage qui a été rédigé par un collectif de médecins et de vétérinaires. Tiens, je te le montre parce que j'ai sorti, tu vois. Et donc à la fin de cet ouvrage, il y a plusieurs pages consacrées aux animaux. Et dans ces pages, ils disent qu'ils vont pas répéter en fait les traitements qui sont proposés aux humains parce que c'est les mêmes que pour les animaux. Au niveau des dosages, ils sont vraiment très décontractés. Ils disent, ben voilà, on va pas donner 2 litres de tisane à un chat, hein, ce sera pas admissible. Mais une pipette, ça passe très très bien. Ils l'acceptent tout à fait. De toute façon, vous utilisez les mêmes pipettes. Il faut utiliser les mêmes pipettes que celles qui sont données par les vétérinaires avec les solutions antidouleurs, tout ça. Sauf qu'au lieu de pomper un médicament de laboratoire, on va pomper une tisane qui est entièrement naturelle. Et dans cet ouvrage, il spécifie aussi certaines plantes qui ne sont pas utilisées pour les humains, mais qui ont donné des résultats pour les animaux. Voilà. Donc moi, des fois, je m'y réfère. Notamment, par exemple, il y a une plante aussi qui demande vraiment à être redécouverte comme le lierre terrestre, c'est l'aigre moine eupatoire. Alors c'est un nom un peu compliqué. Agrimonia, ça signifiait, ça renvoyait au fait qu'on l'utilisait pour les yeux, notamment pour les problèmes de voile sur l'œil, on appelle ça une taie sur l'œil. Donc Agrimonia, ça viendrait de là. En fait, on ne l'utilise pas forcément que pour ça. C'est une plante qui donne d'excellents résultats sur les plaies infectées des animaux. Il faut voir que les animaux, forcément, vu leur environnement, et le fait qu'ils se lèchent et puis qu'ils sont en contact avec de la boue, avec de la terre, avec voilà, voir qu'ils s'égratignent sur des barbelés, ce qui arrive souvent à mon chien, qui est un chien très rustique. Eh bien, ils sont susceptibles donc que les plaies soient plus souvent souillées, voire qu'elles s'infectent. Et donc, cette aigre moine patoire, quand on l'infuse, on peut la donner à boire.
Elle a les mêmes effets, elle contient beaucoup de tanins, donc elle a les mêmes effets sur les hémorragies internes et sur les diarrhées. Mais aussi, on peut l'appliquer en usage externe. On peut en faire une lotion de cette infusion, donc tremper une compresse dedans et mouiller la plaie, laver la plaie avec cette compresse. Et elle a un effet, paraît-il, très efficace sur les plaies infectées, notamment même gangrenées, ce qui est quand même pas rien, quoi. Donc moi, j'en suis pas arrivée à ce stade-là avec mes animaux, mais il m'est arrivé de croiser des animaux dans la nature. Je parle par exemple des chiens errants, hein. Ça arrive de trouver un chien errant qui a été blessé et qui n'a pas été soigné en temps et en heure. Donc là, pour soigner un animal dont les blessures datent déjà d'il y a plusieurs jours, ça peut être utile. Voilà, ou sur des animaux qui sont en pleine nature, comme les vaches, et puis on les trouve un jour, elles ont une plaie voilà, qui s'est infectée parce que ça fait quelque temps qu'elles se l'infectent. Donc l'aigrement anépatoire est vraiment renommé pour ça. Et c'est aussi très intéressant aussi pour les diarrhées, parce que moi, mon chien, par exemple, a un estomac très sensible. C'est un croisement entre un chien de chasse, un setter anglais, et un chien de troupeau. Et les setters anglais, les chiens de chasse en général, sont réputés pour avoir des systèmes digestifs fragiles. Donc, je ne peux pas lui donner n'importe quoi à manger. Lui-même, s'il mange ce qu'il a envie de manger dans la nature, ça ne va pas toujours bien se passer. Donc, ces plantes-là à tanins, donc toute la famille du thym notamment, mais aussi le lierre terrestre, l'aigre moine patoire, qui n'est pas de la famille du thym, contiennent des tanins. Et donc, ces tanins vont permettre de récupérer un estomac qui est en train de partir en vrille et donc d'arrêter une diarrhée simplement en donnant une tisane au chien. Voilà. Alors, dans cet ouvrage, il précise aussi qu'on peut mélanger les plantes à la nourriture de l'animal, quand c'est des plantes comestibles, comme l'ortie, par exemple, ou comme le plantain. Alors, il y a d'autres plantes qui contiennent tanin. Il y a aussi l'alchemie. Alors, l'alchemie qui se trouve dans les prairies humides, en lisière de forêt. Bon, il faut la connaître aussi. Mais disons, il y a certaines plantes qui sont entièrement comestibles qu'on peut mélanger à la nourriture du chien. Je pense au pissenlit, par exemple. Qui a pensé à donner du pissenlit à son chien? Alors moi, j'ai redécouvert cette plante parce que mon précédent chien, j'avais depuis 10 ans, est parti. Il semblerait qu'elle ait eu des problèmes de reins, ce qui arrive fréquemment à nos animaux lorsqu'ils commencent à prendre de l'âge. Et donc, j'ai découvert une vertu quand même assez incroyable du pissenlit, c'est que le pissenlit est capable de faire éliminer l'urée à un organisme dont les reins ne fonctionnent plus très bien. Et à l'heure actuelle, il n'y a quand même pas de médicament qui est proposé ni sur le plan vétérinaire, ni sur le plan humain pour améliorer le fonctionnement des reins. Alors, j'ai pas pu le tester sur mon chien parce qu'elle est partie trop tôt. Mais voilà, j'ai noté soigneusement que le pissenlit, alors on peut donner des feuilles de pissenlit hachées en complément à la nourriture, mais lorsque c'est au niveau curatif, là, il faut carrément utiliser la racine de pissenlit. Tu sais, cette grosse racine pivotante qui ressemble un peu à une carotte, qui fait qu'on a du mal à les arracher. Eh bien, il faut s'armer d'une binette, d'une pioche, et puis sortir le pissenlit, extirper la racine, la brosser, la couper en tronçons, et donc la faire en décoction. Voilà. Et ensuite donner cette tisane à boire à l'animal. Alors c'est contraignant, forcément, ce sera un minimum 2 fois par jour, toute la durée de sa vie. Mais ça vaut le coup d'essayer, parce que, voilà, faute de mieux, ça ne peut pas faire de mal et ça peut qu'améliorer l'état de l'animal, dont les reins ne fonctionnent pas bien. Et est-ce que d'instinct, le chien, le chat, le cheval, quel que soit l'animal, encore une fois, là on parle de chien, mais c'est valable pour toutes les espèces animales. Est-ce que l'animal d'instinct peut aller vers ce genre de plante? Quelles sont les observations? Alors, l'instinct, ça c'est problématique, c'est parce qu'un animal peut aller d'instinct, tu vois bien les chiens et les chats essaient de trouver de l'herbe pour se purger, mais comme c'est quand même un apprentissage qui est normalement donné par la mère, il faut que le jeune chiot ou le jeune chat ait passé un certain temps avec sa mère et qu'elle ait eu le temps de lui inculquer ces remèdes. Il faut aussi qu'il y ait eu l'occasion aussi de les pratiquer avec les jeunes chiens et chats. Moi, j'ai souvent récupéré des chats élevés dans la rue. Enfin, je dis élevés dans la rue parce qu'ils sont nés dans la rue. Ils ont passé toute la période d'allaitement cachés dans une grange ou dans une cave avec leur mère. Et puis quand ils sont sevrés, elle les ressort à l'air libre. Et là, ils sont obligés de trouver à se nourrir tout seuls ou à se faire adopter par quelqu'un. Et donc ces chats-là, moi j'observe qu'ils ont un bien meilleur comportement vis-à-vis des maladies que les chats qui ont été élevés en appartement. A contrario, j'ai aussi élevé des jeunes chatons entièrement à la maison. Il y a même un chat qui n'est jamais sorti quasiment parce qu'il avait peur dehors. Et il avait passé 6 mois, les 6 premiers mois de sa vie dans la maison.
Je n'osais pas le mettre dehors parce qu'il faisait un temps épouvantable pendant tout l'hiver. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais formé un chat à vivre en appartement. Il a passé sa vie en appartement, celui-là. Donc j'ai vu les deux. Et franchement, moi, je recommande de faire sortir les jeunes chats le plus possible à l'extérieur et si possible, bah, de prendre des chats qui ont été élevés par une mère qui va, qui vient, qui vit à moitié dehors, à moitié dedans, parce que c'est elle qui leur apprennent les bonnes manières, on va dire, de se soigner. C'est pas nous, en fait. Nous, lorsqu'on n'a pas, enfin, nous, ce qu'on peut proposer à l'animal, c'est des plantes qu'on aura choisies pour lui. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Et forcément, bah, c'est notre mental qui va nous guider ou notre intuition, si on arrive à avoir intégré toutes ces connaissances au préalable pour se détacher, on va dire, le plus possible de la réflexion. Moi, c'est ce que j'arrive à faire. Ça fait quand même plus de 10 ans que je m'intéresse aux plantes sauvages comestibles et aux plantes médicinales. Donc maintenant, je me laisse autant guider par ma réflexion que par mon intuition. Et c'est pour ça justement que cette émission m'intéressait, parce que en dehors des plantes, j'ai découvert aussi des remèdes auxquels je n'aurais jamais pensé spontanément s'il n'y avait pas eu mon intuition pour me guider. Quels sont ces remèdes que tu as observés et comment tu les as mis peut-être en place? Oui. Alors justement, quand j'ai pris, alors j'ai pris un chien il y a 2 ans. Ça c'est voilà, on arrive au bout de la deuxième année, qui avait déjà 3 ans. En fait, je l'ai adopté. Un couple voulait s'en séparer pour différentes raisons. Et c'est un chien très sensible. Il m'a fait une grosse dépression, en fait. Donc, il a maigri énormément. À un moment donné, je me suis demandé si j'allais pouvoir le garder. Et puis, je me suis mis à... Alors, heureusement, la période printanière est arrivée. Du coup, on a fait des plus longues balades. J'en ai en randonnée, tout ça. Et puis, il a repris du poil de la bête, comme on dit. Il s'est senti... voilà, le fait de le sortir, ça lui a fait du bien. Il a retrouvé le contact avec la nature. Il faut voir aussi que les animaux, eux, sont beaucoup plus... pour eux, c'est inné en fait, l'ancrage spirituel tel qu'on en parle, mais l'ancrage dans l'énergie de la terre-mère. Donc, je pense aussi que ça lui a fait du bien parce que les animaux sont capables de capter cette énergie qui émane de la terre et de la transférer dans leur organisme et de s'y puiser toutes les forces dont ils ont besoin. Ça, bon, on va pas trop s'étendre là-dessus, mais c'est quand même un élément important. C'est pour ça que moi, j'encourage les gens qui ont un animal en mauvaise santé ou qui donnent des signes de fatigue, de le sortir, bien sûr en fonction de ses capacités, mais de le sortir pour faire des promenades vraiment en milieu naturel. C'est pas le sortir sur un trottoir dans une banlieue ou dans un quartier citadin, c'est l'amener dans un parc, l'amener au bord de la rivière, l'eau est très riche aussi en énergie, l'amener dans une forêt et quotidiennement lui faire des promenades comme ça, ou une belle promenade au moins en fin de semaine. Et donc ce chien que j'ai récupéré, que je connaissais absolument pas, n'avait rien à voir avec les chiens que j'avais eus jusqu'à maintenant. Beaucoup plus vif, très vif d'ailleurs, c'est impressionnant, c'est un vrai coursier. Je le détachais et au lieu de me suivre tranquillement en trottinant comme mon précédent chien, il partait à fond de train dans les prairies et il est revenu les premiers temps avec les oreilles écorchées par les barbelés, griffées par les épines, les aubépines, etc. Ce qui m'était jamais arrivé. Je me dis, bon, mince, il va falloir que je fasse quelque chose, hein, parce que ces oreilles, je voyais que ça cicatrisait pas facilement. D'autant que le problème des chiens, c'est que dès qu'ils sont mouillés ou dès que quelque chose les dérange, ils secouent la tête. Donc, même si la plaie commence à cicatriser, elle se rouvre automatiquement avec le mouvement. Donc, j'ai commencé à utiliser ce que j'utilisais déjà. J'ai essayé avec l'argile verte. Le problème, c'est que l'argile verte, la faire tenir sur une oreille, c'est pas facile. J'ai utilisé l'argent colloïdal aussi. Alors, l'argent colloïdal, je l'avais déjà utilisé sur un chat, on va dire un chat des rues, mais qui était plus ou moins familiarisé. Ma voisine lui avait fait une petite niche à l'extérieur, donc il venait là, il acceptait les pâtés. Mais c'était un chat entier, donc il se bagarrait souvent. Et un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, mais il a la gueule en sang. Effectivement, il avait vraiment une partie de la mâchoire qui était en sang et il avait un trou dans le palais. Elle m'a dit, je ne sais pas s'il va survivre. Il était prostré dans sa petite niche. Et donc, j'avais utilisé l'argent colloïdal pour essayer de désinfecter ses plaies et de les cicatriser. C'est un excellent cicatrisant. Donc, pour ça, j'avais imprégné une compresse, toujours pareil. Et comme il bougeait quasiment pas, j'avais réussi. Alors, je ne sais plus si je l'avais tapoté ou si j'avais pressé sur la compresse pour faire couler l'argent colloïdal sur ses plaies. Toujours est-il que le lendemain, je suis retournée le voir en me disant, mais ça se trouve, il est mort, quoi. Et bien, en fait, pas du tout. Les plaies avaient déjà cicatrisé à un point incroyable. Donc voilà, ça c'était pour parler de l'argent colloïdal. Du coup, je me suis dit, je vais essayer ça sur les égratignures, les écorchures, enfin, pas plus que des écorchures, hein. Les oreilles étaient vraiment, le bout de l'oreille était vraiment
fissuré, quoi, ouvert. Je me suis dit, je vais faire pareil. Donc ça marchait très bien, sauf que dès le lendemain, mon chien secouait les oreilles et hop, ça se rouvrait. J'ai dit, bon, agent colloïdal, ça marche pas, il faut que j'essaye autre chose. Alors j'ai essayé des tisanes, j'ai essayé le baume de consoude. Alors le baume de consoude, moi je vous le recommande, c'est extraordinaire. Donc c'est fait avec des racines de consoude comment dire, ça y est, j'ai un trou de mémoire sur la manière de procéder parce que moi je fais appel à une amie arboriste qui fabrique le baume de consoude. Toujours est-il que l'extrait de consoude est amalgamé avec un corps gras, qui peut être du beurre de karité, qui peut être du saindoux. Et donc ensuite, ce corps gras capte complètement les substances actives de la consoude. Et la consoude est un excellent cicatrisant des os, des fractures, mais aussi des chairs, donc des blessures. Alors ce baume de consoude, je l'ai testé sur un précédent chien qui avait une plaie ouverte. Et donc ça a une cicatrisation incroyable. On voit progresser de jour en jour. Et en 3 jours, la plaie est refermée. Je l'ai testé aussi, ça c'est une digression, hein, sur un cheval, donc le fameux cheval dont je parlais tout à l'heure, hein, cette jument de trait qui avait plusieurs plaies, notamment une plaie ouverte au-dessus de la paupière parce qu'elle était tombée dans un camion de transport. Il faut voir que le transport des chevaux, hein, comme le transport des vaches, dans notre pays est source de nombreux accidents pour les animaux. Hein. Les modes de transport sont vraiment à revoir entièrement. Toujours est-il que ce cheval était tombé dans le camion, il s'était traîné à l'extérieur, il était plein de plaies. Et le vétérinaire du lieu avait trouvé bon, en fait, de passer un antiseptique, tel que celui qu'on vend hein, chez les vétérinaires, sur les plaies. Or, le résultat n'était pas du tout beau à voir parce que l'antiseptique, c'est genre bétadine, tout ça, hein, bétadine, ça a pour effet de dessécher la peau. Donc, en fait, la peau était craquelée autour et la plaie était toujours sanglante, quoi. Et ben, le baume de consoude a pour effet de ramollir, la peau autour de la plaie. Donc, on évite les craquelures, le dessèchement de la peau. Et en fait, active la régénération des tissus. Donc, en fait, je me suis rendu compte au bout de 2 jours d'application de ce baume de consoude sur ce cheval que la plaie commençait à cicatriser et que la peau gardait toujours un bel aspect autour. Donc voilà, moi je vous le recommande, le baume de consoude pour tout ce qui est plaie, que ce soit sur les chiens, sur les chevaux. Toujours est-il que sur les oreilles des chiens, ça ne marchait pas à cause de ce phénomène de battement des oreilles. Alors une vétérinaire que je connais bien et qui aime bien utiliser aussi la phytothérapie, je lui en ai parlé, elle m'a dit oui, c'est un gros problème. Les plaies sur les oreilles des chiens et sur les queues des chiens, du fait du mouvement de la queue et des oreilles. Et il y a même des gens qui sont très embêtés parce que le chien met du sang partout dans l'appartement. Alors, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, j'avais pas du tout envie que ça m'arrive. Et puis, mon problème, c'est que les plaies des oreilles de mon chien sont restées ouvertes pendant plus de 15 jours. 15 jours, on est même arrivé près de 21 jours, près de 3 semaines. Là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc, c'est là que l'intuition est arrivée. Voilà, j'ai lâché prise totale sur tout ce que je connaissais. Et un beau jour, je me suis retrouvée face à mon lavabo, quoi, avec tous mes produits alors, j'ai pas beaucoup de produits de cosmétologie, mais j'ai quelques produits naturels, hydratants pour la peau, tout ça. Et j'ai vu cette bouteille sur mon lavabo et je me suis dit, mais ça, j'ai pas essayé. Alors, je vais te dire ce que j'ai essayé et qui a complètement transformé les oreilles de mon chien. Je sais pas si tu le vois. Ah mince, parce que j'ai le soleil qui est sorti. Et donc, si je vois bien, c'est un flacon d'aérosol d'eau d'Aven, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. C'est l'eau d'Aven, eau thermale d'Aven. Et alors, je te dis pourquoi ça a été un déclic, c'est que moi, je connaissais l'eau thermale d'Aven pour ses effets sur la peau, sur l'eczéma, tout ce qui est eczémateux, toutes les maladies de peau, et c'est vraiment une eau miraculeuse. Elle est connue depuis 1870. Alors, je vais te raconter l'histoire de cette eau, parce que moi, je l'ai essayé pour moi, hein. J'ai fait même une cure thermale à Aven, étant donné que j'ai eu des problèmes d'eczéma pendant toute mon adolescence, et ça s'est résolu grâce à cette eau thermale, d'ailleurs. Et ma famille est aussi de la région d'Aven, donc on connaissait ça de génération en génération. Et alors, ce qui est fou, c'est que l'histoire de cette eau, il y a un animal. Figure-toi qu'en 1870, ou à peu près, ou 1880, un cheval qui était couvert d'eczéma, donc avec des plaques, avec des suintements, enfin vraiment la pauvre bête, on l'a mis dans un pré, une prairie humide où coulait la source de cette eau. Et donc, le propriétaire qui l'avait mis là, parce qu'il savait plus quoi en faire, s'est rendu compte que le cheval se roulait dans cette prairie humide, donc ça s'enduisait de cette boue.
Et au lieu de le retirer de là, comme aurait fait un propriétaire qui n'aurait pas voulu, voilà, qui aurait craint pour la santé du cheval, il l'a laissé faire. Il s'est rendu compte qu'au bout de quelques semaines, le cheval était complètement guéri. Tu te rends compte? Et c'est à partir de là qu'on a utilisé cette eau, qu'on a créé des termes pour soigner les humains. Alors quand tu me disais, mais les animaux sont-ils capables par instinct? Eh ben oui, ce cheval, il l'a fait naturellement parce que c'est vrai que les animaux souvent se roulent, on les voit se rouler dans l'herbe ou dans la boue. Ben, tout simplement, on le sait, dans la boue, si c'est un terrain argileux, l'argile protège les piqûres d'insectes, l'argile calme les démangeaisons. Donc, ben, même si l'animal se salit, il faut le laisser faire parce qu'il y trouve son compte. Toujours est-il que là, le cheval s'est guéri grâce à cette eau qui a imbibé le sol de la prairie. Et je me suis dit, mais peut-être que ça va avoir un effet sur ben, les plaies des oreilles de mon chien. Et pourtant, c'était pas de l'eczéma. J'ai suivi mon intuition, je l'ai vaporisé avec. Je te garantis, j'ai jamais vu ça. J'ai fait ça le matin. À 14 heures, il y avait déjà un bourrelet de cicatrisation qui s'était formé. La plaie était à moitié refermée. Le soir, c'était entièrement guéri. Alors, j'en ai parlé au vétérinaire, à mon vétérinaire, elle n'en est pas revenue. Je lui ai dit, mais il faut vraiment dire à vos patients d'utiliser ça pour les plaies des oreilles et de la queue. Parce que c'est tellement rapide en matière de cicatrisation que c'est impressionnant. Voilà, donc ça c'est une eau pure, hein, c'est une eau de source qui est simplement mise en flacon. Donc elle a toutes les vertus. Alors c'est quoi les vertus d'une eau thermale? C'est difficile à dire, mais c'est essentiellement un ensemble et un équilibre de minéraux. On n'a jamais percé le secret réel, hein. Ça, c'est ce que disent les analyses. Après, il y a aussi, de plus en plus, j'en suis consciente, l'énergie vitale qui est dans cette eau et qui vient de la terre. Alors ça, c'est quelque chose d'important dont je voulais te parler. Une deuxième chose très importante dont je voulais te parler, alors attends, c'était à propos de... alors je sais, est-ce que je l'ai vraiment testé? Je ne sais plus si je l'ai testé sur un animal, mais je vais quand même t'en parler parce que je l'ai testé sur moi et je me dis, on peut aussi l'essayer sur les animaux. Ah si, c'est pas moi qui l'ai testé, c'est la personne qui produit ce merveilleux produit. Alors voilà, alors si tu vois, c'est un sachet, c'est pareil. Alors ça, c'est pas un vaporisateur pour le visage, parce que l'eau thermale d'Aven, elle est vendue comme hydratant pour l'hydratation du visage. On parle pas du tout de ses propriétés parce que, bah voilà, parce que c'est pas un produit pharmaceutique, mais en fait, elle en a. Et ça, c'est une boisson. C'est de la sève de bouleau, mais lacto-fermentée, c'est-à-dire qu'elle se garde toute l'année. Elle a subi un processus naturel de fermentation comme le cidre, on va dire, sauf qu'elle peut même être pétillante. Et en plus, elle a été, on va dire, infusée avec des fleurs d'aubépine. Ça, c'est une invention d'une amie qui récolte la sève de bouleau, mais qui crée aussi ses propres recettes. Donc, elle fait soit infuser des fleurs d'aubépine, soit des bourgeons de pin. Donc, tu connais l'action respiratoire. Donc, moi, j'ai utilisé ça avec l'aubépine sur ma propre peau parce qu'elle m'avait parlé de l'action sur les problèmes de peau de son chien. Donc, vous avez un chien qui a des problèmes de peau, vous pouvez essayer ça aussi. Donc, le laver avec de la sève de bouleau lacto-fermentée. Mais moi, j'ai découvert une nouvelle propriété de ça, absolument extraordinaire, c'est que je l'ai testé sur on va dire des grains de beauté, mais qui n'en sont pas, en fait, des altérations de la peau qui sont liées à des virus. Donc, ça ressemble à des grains de beauté. En général, on les fait brûler chez son dermato, mais c'est pas une opération très agréable, hein, toujours d'agresser la peau en la brûlant. Et par ailleurs, ils peuvent très bien se propager hein, sur le corps et on ne sait pas trop ce que c'est, donc il vaut mieux s'en débarrasser rapidement. Eh bien, moi, je me suis égratigné un de ces, alors je ne sais plus exactement comment ils appellent ça, les dermatologues, mais un de ces grains de beauté qui n'en était pas un, et il s'est mis à saigner. Du coup, et comme j'étais en train de faire une cure de sève de bouleau, je me suis appliqué de la sève de bouleau sur ce grain de beauté, parce que je faisais confiance à Nathalie qui m'a dit que ça avait permis de soigner des blessures cutanées, de l'eczéma et même des brûlures qu'elle avait testé sur son animal et sur son fils. Et chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants. Mais moi, je l'ai testé sur moi et ben, je te garantis, en l'appliquant 2 fois par jour, ce grain de beauté qui n'en était pas un, qui était viral, en fait, au lieu de cicatriser, il s'est décollé petit à petit. Donc ça saignait un tout petit peu, mais en chaque passage, ça se décollait un petit peu. Et au final, il s'est entièrement décollé. Dessous, la peau est réapparue entièrement saine. Et depuis que j'ai fait ce traitement, ça n'est jamais réapparu à cet endroit-là. Au niveau du traitement, est-ce qu'on peut dire que c'est la sève de bouleau lacto-fermentée? Est-ce que c'est le complément d'aubépine?
liés également. Est-ce que les deux dissociés pourraient avoir des propriétés similaires? Qu'en est-il par rapport aux différentes propriétés? Alors, il faut dire, il n'y a jamais eu d'essai clinique pour l'instant là-dessus, hein. Tout ça, c'est des expérimentations que chacun fait de son côté, les producteurs. Moi, parce que je m'intéresse à tout ce qui est lié à la nature. Alors, le bouleau, bien évidemment, il a une telle réputation d'arbre guérisseur. Les gens connaissent l'effet de la sève pour nettoyer l'organisme. Donc, cette productrice qui est passionnée par ces arbres, qui entretient une relation affective avec eux et énergétique aussi, elle leur parle, elle les observe, elle ne prélève que la sève que chaque arbre est capable de donner. Elle a vraiment une relation intime de connexion avec ces arbres. Et ben, du coup, elle a été amenée par son intuition et par sa connaissance à tester différentes choses. Donc, tout ça, toujours est-il que tous ces produits n'ont pas livré tout leur potentiel, toute leur propriété. Il faut les découvrir par soi-même. Ce qui est certain, c'est que c'est la sève de bouleau, c'est le processus de lactofermentation, parce que ça active la sève de bouleau dans le sens où il y a un ensemble de bactéries, de bonnes bactéries, qui vivent alors pas sur cette sève, mais quand la sève est prélevée, elle traverse l'écorce et donc elle se charge de bactéries au passage. Et ce sont ces bactéries qui vont initier la lactofermentation et qui sont soigneusement préservées par la productrice de ces produits. Du coup, ces bactéries alliées à l'activation de la sève de bouleau, eh ben, font un super remède naturel. Voilà, moi j'en suis à ce constat-là. Quand j'ai vu son action sur ma propre peau, que je combine ça à ce que m'a dit Nathalie sur l'action sur les animaux, je me dis, bah, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Alors oui, elle me dit qu'elle le donne à boire à son chien, notamment. À ses chiens, elle en a plusieurs. Parce que ça les redynamise, quoi. Elle leur fait des cures aussi. Voilà, c'était ça ma question. C'est de quelle manière? Est-ce qu'elle leur en donne comme ça périodiquement ou peut-être sur une durée entre une semaine, 21 jours, comme on peut faire pour nous, nos apports? Est-ce qu'il y a, parce que leur le système digestif animal n'est pas le même que le nôtre. C'est constaté. Donc, comment ça se passe au niveau de l'apport? Alors, la sève de bouleau, faut voir, c'est pas un aliment, hein, c'est une boisson. Donc, c'est comme une tisane, en fait. Sauf que on va dire, c'est une infusion à froid et c'est une infusion naturelle. Donc, elle le mettait directement dans le bol, dans le récipient avec l'eau de boisson. Et elle faisait ça en particulier, elle m'a dit, bah, pendant la période de production de la sève, hein, c'est pas de la sève lacto-fermentée qu'elle leur donne à boire, a priori. Quoique je suis en train de réfléchir, elle m'a dit que c'était souvent les fonds de cuve qui sont pas adaptés aux humains, elle les filtre et ensuite elle donne les boissons aux animaux. Donc il est possible aussi que ce soit lacto-fermenté, tout à fait. C'est pas de la sève de bouleau pure, c'est la sève lacto-fermentée et elle leur en donne par petites doses au fil des jours. Et dès qu'elle sent, pareil, c'est intuitif qu'il y en a besoin, elle leur en donne. Et ils absorbent ça très bien. D'ailleurs, je préciserai que l'argent colloïdal aussi, moi j'en ai mis dans une toute petite une cuillère à café, qu'on va dire, dans l'eau de boisson de mon chat, lorsque je l'ai senti un petit peu, pas très vif, quoi, un petit peu atone, ou bien lorsqu'il semble avoir des problèmes d'alimentation. Donc il n'y a aucun souci à donner des petites doses de sève de bouleau ou d'argent colloïdal dans la gamelle d'un animal, dans l'eau de boisson d'un animal. Et je rappelle toujours ces données, hein, parce que c'est quand même écrit par des docteurs et des vétérinaires. Il n'y a aucun souci à donner les plantes ou les remèdes naturels des humains sur les animaux, en écartant bien sûr les plantes qui ont un degré de toxicité qui font qu'il faut y aller du mollo. Hein. On ne va pas donner un extrait de digital ou un extrait même de saponaire à un animal comme ça. Là, c'est dès qu'il y a une toxicité pour une plante, soit on se réfère à un ouvrage comme ça, soit il faut se référer à un naturopathe, phytothérapeute qui connaît la plante. Par exemple, et on parle dans cet ouvrage de donner des vermifuges aux animaux, notamment avec de l'absinthe. Pareil pour l'armoise. Hein. Il faut savoir que dans l'absinthe, l'armoise, il y a des substances actives toxiques, il y a notamment de la thulione. Donc là, il faut respecter absolument la posologie qui est donnée pour telle ou telle race d'animal. Voilà, donc mais ça, on va dire, ça tombe sous le bon sens dans la mesure où pour nous aussi, ces végétaux-là sont à manier avec précaution. Pour ce que je vous ai dit, là, la sève de bouleau, l'ortie, le pissenlit, alors je vous ai pas encore parlé de l'origan.
mais l'origan, c'est une excellente plante. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir dans l'alimentation des animaux. Maintenant, de plus en plus, les croquettes, notamment d'une certaine qualité, on y ajoute du romarin. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais on met beaucoup de romarin dans les croquettes. Le romarin, c'est de la famille du thym, donc c'est une famille alimentaire et médicinale par excellence. Eh bien, moi, je vous propose aussi de rajouter de l'origan. De l'origan, parce que le romarin, c'est plutôt une plante du midi. Par contre, l'origan pousse dans les montagnes. L'origan, le thym serfolé, tout ça, ce sont des plantes qui poussent dans les régions du Massif central et à toutes les altitudes, en tout cas les altitudes plus hautes. Et l'origan est est une plante condimentaire qui facilite la digestion. Donc, quand j'ai vu que mon chien avait des problèmes digestifs, je lui ai fait une ration alimentaire ménagère, mais j'ai surtout pris soin de rajouter de l'origan dedans. Et là, je compte lui rajouter aussi de l'ortie séchée, parce que l'origan a pour effet d'éliminer les gaz. Mon chien avait tendance à péter. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau gastrique qui ne marche pas. Donc, ça élimine les gaz, ça évite les micro-hémorragies intestinales, au cas où, et surtout, ça permet de resserrer les vaisseaux s'il y a un problème de diarrhée qui pointe son nez. Et depuis que je fais ça à mon chien, ration ménagère avec origan, je rajoute de la levure de bière aussi, et là j'ai l'intention de lui rajouter de l'ortie, mais de toute façon, rien qu'avec l'origan, ça a amélioré considérablement son transit intestinal. Et l'origan, on peut le ramasser dans la nature, hein, c'est une plante sauvage qui pousse sur les talus ensoleillés. Voilà pour les principales plantes dont je voulais te parler. Alors, avant que je ramène ça vers les risques éventuels des plantes, je voudrais répondre à tes questions ou préciser des choses. Voilà, en question complémentaire, bon, on a abordé quand même des cas, des symptômes de santé animale, dont les plaies, les systèmes digestifs. Il y a aussi un gros bémol au niveau des aliments, c'est tout ce qui est parasites acariens, insectes parasites, je pense aux puces, aux tiques, mais également aux mouches plates, aux moustiques aussi, et tous ces petits acariens qui peuvent être intrusifs au niveau dermique. Quelles pourraient être les solutions à mettre en place, ou du moins les compléments, parce que toujours sur du complément de pharmacopée, bien sûr, quels pourraient être ces compléments à mettre en place et quelle formule de plante peut-être? Alors justement, je vais regarder dans cet ouvrage-là du Reader Digest quelque chose qui était simple à mettre en place et qui correspond aussi à ma propre recherche, puisque comme ça, je vais pouvoir le tester. Alors, les vermifuges, ça aussi, les vermifuges, c'est quelque chose, moi, qui me préoccupe pas mal. J'ai essayé notamment les graines de courge verte. Alors, c'est pas une plante sauvage, hein, mais c'est un remède de grand-mère, hein. Il faut piler des graines de courge verte. Il faut mettre une graine par kilo de poids animal. Donc, mon chien faisant 21 kilos, il fallait que je lui pile au moins 21 graines de courge dans un petit mortier et lui donner ça pendant 3 jours consécutifs. Je l'ai fait. Après, il aurait fallu faire des examens pour vérifier que ça a bien marché. Vous pouvez toujours essayer. Moi, ce que j'ai envie d'essayer, là, c'est que j'ai trouvé récemment dans cet ouvrage, parce qu'on est à la bonne saison aussi. C'est important de tenir compte des saisons. Parce que les animaux, contrairement à nous, sont complètement connectés au rythme des saisons. Alors, c'est vrai que quand ils vivent continuellement en appartement, ils sont peut-être un peu désorientés par rapport à ce rythme, mais pas tant que ça, parce que ils n'ont quand même pas le rythme de vie qu'on a, même s'ils restent enfermés pendant 7 heures de la journée. Donc, toujours est-il qu'à l'heure actuelle, dans les haies, donc parmi les arbustes sauvages, il y a ces fameux églantiers, qui sont des rosiers sauvages, qui produisent des fruits rouges, qui sont très riches en vitamine C et qui contiennent à l'intérieur des petites graines poilues. D'ailleurs, ça a donné leur nom de gratte-cul, parce que les gens qui mangeaient, qui croquaient ces fruits, qui avalaient les graines, avaient l'anus qui démange à cause de ces poils. Il faut voir que ces poils aussi ont un autre effet, c'est que lorsqu'on les avale, ils entraînent avec eux les vers intestinaux. Donc, une des propositions de cet ouvrage, c'est de donner 2 fruits de cet églantier, donc 2 gratte-culs, coupés en petits morceaux avec les graines qu'ils contiennent et de les mélanger à la pâtée du chien, de telle manière que le chien, en ingérant ces graines avec sa pâtée, ces graines vont évacuer les vers de l'intestin voilà, par les voies naturelles. Voilà, c'est un truc tout simple que je vais essayer parce que moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est de donner des vermifuges artificiels
qui ont des effets secondaires à la fois dans la nature et sur l'organisme du chien. Là, on parle du chien, mais c'est vrai que pour un chat, c'est plus compliqué parce qu'un chat est beaucoup plus sélectif dans son alimentation. S'il y a un aliment qu'il ne connaît pas, il ne va pas toucher à sa gamelle non plus. Ça, c'est à garder aussi à mémoire. Est-ce que, selon ce que tu as observé, ce que tu as lu, ça peut être des moyens aussi administrés à un animal plus grand? Je pense à vermifuge pour cheval ou pour vache, ou même les ovins, les moutons, voilà. Est-ce que ça peut justement leur apporter quelque chose de plus? Ah, complètement. Il y a des recettes particulières pour chaque race. Alors après, il faut bien voir que il faut quand même connaître les plantes parce que là, je vous ai donné ce petit truc avec le fruit de l'églantier parce que c'était le plus simple le plus simple à reconnaître et à trouver dans la nature. Après, il y a d'autres recettes qui sont données notamment avec la tanésie et avec la fougère. Il faut savoir que la fougère aigle, euh, est une plante qui est facile à trouver dans la nature, mais qui est très toxique. Donc, la fougère qui est décrite dans cette recette n'est pas la fougère aigle d'ailleurs, c'est la fougère mâle. Il faut savoir la reconnaître. Donc, ça demande une formation préalable. Moi, c'est ce que je propose en organisant des balades thématiques autour des plantes médicinales, c'est d'aller dans la nature, reconnaître les plantes à différents moments de la saison pour pouvoir les reconnaître tout au long de leur cycle, hein, parce qu'elles changent d'aspect, elles naissent, elles font des feuilles, ensuite elles font un axe floral, et puis elles font des fleurs, et puis ensuite elles dégénèrent ou elles font des fruits. Donc il faut arriver à les reconnaître, quel que soit le moment dans l'année, pour repérer la plante et revenir au bon moment pour faire les prélèvements. Quand on dit on peut utiliser les racines de fougère, il faut reconnaître la fougère, il faut savoir ce que c'est qu'une racine, d'ailleurs c'est pas une racine, c'est un rhizome, il faut savoir comment le prélever. Donc voilà, c'est pour ça qu'il existe des traitements, mais après, ça nécessite une initiation, voire une formation précise sur ces plantes-là, qui est facile à acquérir, mais qui demande une démarche personnelle. Voilà. Donc, À contrario, quand on va garder les exemples du chien parce que c'est ce qu'il y a peut-être de plus ouais. accessible. Si on a un chien qui ne va pas être en accord avec son intuition, il va plutôt aller déterrer et manger les rhizomes d'iris, de jacinthe, plutôt de Oui. jacinthe. Hein, je le dis en connaissance de cause. Hein, ça m'est arrivé il y a quelques années. J'ai eu un chien qui a dévasté les jonquilles et les jacinthes et qui a été très malade, malheureusement. Donc, dans mon cas, on est allé chez le vétérinaire, mais peut-être y aurait-il eu une solution immédiate en interaction, un vomitif peut-être, ou quelque chose comme ça, qui pourrait être administré lorsqu'il y a une intoxication. Alors oui, il y a beaucoup de traditionnellement de remèdes purgatifs ou vomitifs qui étaient utilisés par les gens des campagnes. Après, il faut voir que c'est quand même le fait de faire vomir un chien, d'utiliser ces plantes qui sont très puissantes, hein, très actives, ça n'est pas anodin, quoi. C'est quand même un gros stress pour l'organisme animal. Donc, ça n'est pas à manier de manière banale. En général, ces plantes ont été écartées parce que mal dosées, elles pouvaient provoquer des hémorragies intestinales. Donc moi, je préfère pas trop m'orienter là-dessus. Par contre, ce que tu me dis, je trouve ça très intéressant parce que moi aussi, j'ai eu des cas, notamment ce jeune chat que j'ai gardé enfermé 6 mois parce qu'il était trop jeune pour sortir et comme il était fragile, j'avais peur qu'il ait froid en hiver, qui s'est mis à manger une petite fougère d'appartement que j'avais. Elle m'a complètement détruit ma plante d'ailleurs. Et il y a d'autres cas comme ça d'animaux qui mangent des plantes d'appartement qui sont toxiques parce qu'elles viennent d'autres pays, elles sont exotiques. Alors on peut pas dire que c'est leur instinct qui les porte vers ces plantes exotiques. Ils n'ont jamais été instruits par leurs parents pour manger ces plantes-là, qui sont même pas indigènes. Par contre, ça montre clairement un besoin qu'ils n'arrivent pas à satisfaire, enfin qu'ils souhaitent satisfaire, mais n'en ayant pas la plante qu'il leur faut sous la main. Moi, je pense que c'est plutôt ça qu'ils font déduire. Donc, ton chien qui voulait manger les rhizomes d'iris, il a été attiré par l'odeur, peut-être. Il cherchait peut-être un tubercule, c'était dans sa mémoire de chien peut-être, ou archétypale, mais a priori, il n'a pas pris le bon tubercule, parce qu'il lui manquait une donnée, un paramètre. Mais ça, moi, je le vois dans la nature. Hein. Je vois des animaux, je pense que c'est souvent des sangliers ou des chevreuils qui déterrent des tubercules pour s'en nourrir. Donc, eux, ils ont la connaissance, mais ils vivent encore à l'état sauvage.
Donc, je pense qu'un animal qui montre ce comportement, qui a besoin de manger une herbe ou d'éterrer une racine, il faut en déduire qu'il a un manque, il a un besoin à satisfaire. Donc, comme on ne peut pas le mettre, on ne sait pas la plante dont il a besoin, il faut réfléchir à la question. Il faut éviter, il faut éliminer ou le tenir à l'écart de ces plantes qui peuvent lui porter préjudice. Alors, il y a une liste sur Internet qui est facile à trouver de toutes les plantes toxiques, très toxiques pour les animaux, donc il suffit de s'y référer. Et ensuite, il faut essayer de lui procurer eh bien, un complément alimentaire, tout simplement, qui correspond à son besoin. Mais là, c'est vraiment du travail de vétérinaire. Peut-être que... alors, il existe, moi je connais une dame notamment, une dame qui fait du toilettage animal, mais qui s'est formée dans le domaine de la naturopathie, de l'ostéopathie pour chiens, qui est passionnée par ça. Donc, il existe des naturopathes pour chiens et chats qui pourront, je pense, aider à résoudre ce genre de problème. Mais voilà, je pense que c'est plutôt le symptôme qu'il faut retenir et à partir du moment où on voit ces comportements, être très attentif à retirer les plantes toxiques. Mais alors justement, par rapport à ça, les animaux qui vivent en appartement, notamment dans le contexte actuel, ont beaucoup de chances d'être stressés, soit parce que leurs propriétaires en vivent des stress, on est souvent hélas soumis à ces stress, et donc du coup ça se répercute sur l'animal. Alors un animal stressé, ce qui peut être intéressant à faire, je pense, c'est lui fournir une plante qu'on appelle adaptogène, c'est-à-dire qu'il y a une plante qui va l'aider à résister au stress et à maintenir son système immunitaire, parce qu'on sait que le stress a une action directe sur la baisse des défenses immunitaires. Ben moi, je vous recommande l'ortie, parce que l'ortie, elle a des multiples propriétés, elle est reminéralisante, c'est une plante adaptogène locale, facile à trouver, elle apporte aussi des protéines naturelles, donc elle peut avoir des effets sur plusieurs plans. Et donc, comme elle est adaptogène, elle va baisser aussi le niveau de stress. Et l'ortie, c'est super facile à ajouter à la nourriture de l'animal. Alors évidemment, il ne va pas la manger fraîche parce que ça pique, parce que c'est piquant. Mais l'ortie sèche, par contre, a été utilisée et on trouve des recettes pour tous les animaux de la ferme, notamment dans des anciens ouvrages, pour leur effet reminéralisant et très et stimulant de l'organisme. C'est ce qui donnait la bonne santé aux animaux avant qu'on ajoute des compléments alimentaires industriels à leur nourriture. Alors, comment on fait? Profitez-en. Là, il y a le climat, la météo est douce, donc elles sont encore en pleine forme, les orties. Vous allez à l'extérieur, près des fermes, dans un village, dans un endroit qui ne vous paraît pas pollué, dans tous les cas, pas près des routes. Et vous allez ramasser des bouquets d'orties avec des gants MAPA et des ciseaux. Et ensuite, vous faites des vrais bouquets, vous les suspendez la tête en bas dans votre garage, dans un grenier plutôt bien ventilé, ou alors il faut ouvrir la porte une fois par jour, et vous les laissez sécher. Et une fois qu'elles sont bien sèches, vous les mettez dans des sachets, vous les effeuillez, vous les coupez, et puis pour les réduire en miettes, il suffit de froisser le sachet, ou bien vous les coupez avec des ciseaux quand elles sont encore un peu molles, parce que même sèches, des fois, elles sont encore un peu souples, et vous incorporez ce hachis d'ortie dans la pâtée de votre animal. Et quotidiennement, moi c'est ce que je m'apprête à faire là pendant l'hiver, quotidiennement, et ça va renforcer complètement sa vitalité. Donc, ortie sèche dans l'alimentation de l'animal, Oui. tous les animaux? Alors c'est conseillé pour tous les animaux. Les chats, j'ai moins de retours. Vous pouvez essayer à petite dose, mais il n'y a pas de raison que ça leur fasse du mal. On n'a pas parlé de l'argile verte, mais c'est un peu comme l'argile verte, elle sert à tout. On en met dans l'eau de boisson, on en met dans... Il y a certains animaux qui, paraît-il, la lèchent spontanément ou la croquent. Donc, on en a des cas de chiens qui ont croqué de l'argile verte parce qu'ils en avaient besoin. Et bien l'ortie, je dirais, c'est comme l'argile verte. C'est vraiment un aliment, un alicament, comme on dit, un aliment médicament qui est bon à tout. Le miel aussi. Le miel peut être très Oui. efficace. Pareil, au niveau cicatrisation, c'est comme l'argile, c'est comme l'argent colloïdal, c'est comme l'eau d'Avène. Il peut y avoir dans la pharmacopée, on va dire, immédiate, à avoir sous le coude pour nous comme pour nos compagnons animaux, quelle que soit l'espèce, parce qu'on parle des animaux à poil, mais également il y a les oiseaux, il y a aussi toutes ces interactions. On n'a pas parlé des poissons, parce que c'est vrai que le lien plante-poisson, ça paraît plus compliqué. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'expérimenter ou d'observer peut-être un soin pour des poissons, soit aquarium ou pas?
C'est beaucoup plus rare, Alors, je pense. ouais, alors, par contre, sur les oiseaux, ouais, je rajouterais quelque chose. Alors les oiseaux, a priori, c'est vraiment des organismes très fragiles. Quand ils tombent malades, c'est difficile de les soigner. Enfin, je dis ça parce que je l'ai connu dans mon enfance. À une époque où on avait encore beaucoup d'oiseaux en volière. On en a moins maintenant dans les campagnes. Mais j'ai des amis aussi qui sont passionnés d'oiseaux, qui en élèvent beaucoup. Et ils ont appris on va dire, à durcir un peu leurs émotions, à réfréner leurs émotions parce qu'ils perdent souvent beaucoup d'oiseaux. Et ça, ils m'ont dit, c'est très difficile de soigner un animal, un oiseau, quand voilà, c'est très difficile de récupérer, on va dire. Donc, il vaut mieux prévenir. Alors, pour prévenir donc toutes ces maladies des oiseaux, moi, je fais référence à mon expérience d'enfance, hein, où dans les volières, on donnait, mais quasiment toutes les semaines, des plantes à manger aux oiseaux. Alors, parmi ces plantes leaders, on va dire, il y a le mouron blanc. On l'appelle d'ailleurs la morgeline. Morgeline, c'est un nom médiéval. Morgeline qui veut dire, parce que morgela, c'était la poule. Donc, on donnait ça à manger aux poules, hein, qui est un volatile. Donc, pareil pour les oiseaux, le mouron blanc, on donnait donc cette petite plante qui pousse dans tous les jardins. On fait partie des mauvaises herbes, mais qui est en fait excellente. Elle est très riche en minéraux, très riche en protéines. Et les Japonais la cultivent et la mangent, eux, avec du riz. Donc, on aurait tort de la négliger. Donc, je me souviens très bien de ma grand-mère qui suspendait ces longues tiges avec ses petites feuilles vertes et ses petites graines au bout de mouron blanc dans la cage. On leur donnait aussi du plantain, des graines du plantain à picorer. Et il me semble qu'il y a une autre plante qui m'échappe. Mais en tout cas, il faut essayer de revenir vers les personnes âgées qui avaient des oiseaux parce qu'elles connaissent très bien ces plantes. Et c'est pas des plantes anodines parce que sur le plan alimentaire, elles sont très, très riches, très intéressantes sur le plan nutritionnel. Donc ça maintenait la forme de l'oiseau. Et en fait, c'est le principal acte qu'on peut faire, hein, c'est prévenir les maladies à ce stade-là. Vraiment retrouver cette connaissance, cette culture ancienne des colombophiles et des passionnés d'oiseaux. Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose au niveau, donc revenir sur ce que tu disais, donc ce chien qui mange des rhizomes d'iris. Mais parce que ça a tendance à se produire maintenant pour les grands animaux qui sont dans les prés, je pense notamment aux chevaux, mais ça arrive aussi aux moutons. Vous voyez cette alternance d'années très sèches et d'années très pluvieuses, on passe d'un extrême à l'autre. Et ben, le problème, c'est que les plantes subissent aussi des contre-coups. Et donc, dans une prairie, mettons, qui est une vingtaine d'espèces, c'est une prairie permanente bien constituée au niveau de la biodiversité, eh bien, on appelle ça la résilience. C'est-à-dire qu'une année très sèche, les plantes qui ont besoin d'eau ne vont pas se développer. Elles vont rester à l'état endormi, on va dire, à l'état de bourgeon dans le sol. Elles vont attendre une meilleure période pour sortir. Mais du coup, les plantes qui supportent très bien la sécheresse et le manque d'eau vont exploser. C'est elles qui vont occuper tout l'espace. Alors que les années pluvieuses, ça va être le contraire. Et ce qu'on observe, notamment en 2022, c'est qu'il y a des plantes qui nous arrivent d'autres continents, comme le Senson du Cap, par exemple, qui sont adaptées à des conditions d'aridité extrême. Donc, ils se développent plutôt en bord de route, dans des terrains graveleux, là où vraiment qui subissent vraiment des écarts thermiques très forts. Mais en année sèche, elles ont tendance, ces plantes, à se développer et à se propager dans les prairies. Donc, vous avez des chevaux qui sont dans une prairie dont l'herbe est toute jaune et sèche parce qu'il n'y a pas eu assez d'eau. Le Senson du Cap va s'installer tranquillement parce que lui, il vient d'endroits désertiques et arides d'Afrique du Sud. Du coup, les chevaux, ils vont se retrouver sans rien à manger. Pour peu que le propriétaire ne soit pas proche de la prairie, il ne voit pas cette dégradation de la prairie en temps réel, s'il passe pas par là rapidement, le cheval, lui, il aura faim. Donc, il ne pourra pas manger l'herbe jaune, il va se jeter sur le Senson du Cap, et là, toxicité. Oui, dans tout cela, ce qui est à observer, c'est de pouvoir garder aussi ce lien de vivant à vivant. Les espèces, finalement, vont s'adapter. Et si, comme tu disais, si le propriétaire ne fait pas attention, il peut y avoir des interactions et pas forcément pour la santé de l'animal. Complètement. Et je pense qu'une manière aussi de jongler entre ces aléas, hein, parce que personne n'est capable de prévoir le temps qu'il fera l'année prochaine, c'est aussi d'essayer de remettre de la biodiversité et de recréer un équilibre dans ces prairies, notamment en replantant des haies. Parce que les haies naturelles sont capables d'apporter à l'animal ce qu'il va chercher dans la prairie et qu'il ne trouvera pas forcément. Voilà. Voilà, c'est quand même
un grand débat de faire ou d'inciter à replanter les haies, parce que tu dois le voir par chez toi comme moi je peux le voir par chez moi ou ailleurs. Malheureusement, les haies qui délimitaient les anciennes parcelles agricoles, aujourd'hui à l'heure du monochamp, c'est se voir réduire considérablement de saison en saison et ça devient triste, triste finalement cette démarche-là de tout couper. Et Oui, ainsi, ouais. on ne leur accorde pas l'importance qu'elle mérite. Il faut voir que c'est une source de nourriture, c'est une source de remède naturel pour l'animal et du coup, ben, une source de lâcher prise et de tranquillité aussi pour l'éleveur parce qu'une fois que la haie est poussée, il peut aussi se reposer en partie sur cette ressource. Ça serait bien de pouvoir un peu le remettre en avant et encore une fois, malheureusement, face à une industrialisation agricole, on est dans des interrogations sur l'avenir de Noé et l'avenir justement de cette santé, de ce bien-être animal tel qu'on l'entend. En plus de cette présentation sur le bien-être animal par le biais des plantes, tu as aussi des actualités, tu proposes des stages, des interactions, des initiations, toute une complémentarité que l'on peut retrouver aussi sur ton site L'Herbier des Volcans. Complètement, je te remercie d'en parler. Donc moi, j'invite tous ceux qui sont intéressés par les interactions des plantes et des animaux à aller faire un petit tour sur mon site pour voir un petit peu la richesse que peuvent présenter les plantes et aussi le genre d'initiation, de formation que je peux proposer. Là, sur ce sujet-là, j'ai fait une formation d'une journée auprès des agriculteurs, mais pas n'importe quels agriculteurs, hein, ceux en bio, les paysans, comme on les appelle, qui veulent revenir à la terre et développer l'équilibre de la terre et des animaux, entre la terre et les animaux. Donc oui, moi je souhaite développer aussi cet aspect pour mettre à la disposition de tout le monde ces connaissances à travers une journée thématique. Voilà, je vais développer des journées thématiques associées à des balades pour aller voir les plantes sur le terrain et faire des cueillettes. À partir du printemps, alors ce sera pour les animaux. Comme j'ai déjà développé cet aspect que ça me tient à cœur, je peux tout à fait reproduire ça. Ce sera aussi pour les êtres humains et notamment pour les femmes, puisqu'un sujet qui m'occupe à l'heure actuelle et que j'aimerais beaucoup développer avec nos auditrices, c'est les plantes et les femmes, et notamment à la période de la ménopause, puisque j'expérimente aussi cette période. Du coup, voilà, je suis en train de noter mes observations. Je suis en relation avec des herboristes, naturopathes, un médecin passionné de phytothérapie et qui est formé à l'Ayurveda, à la phytothérapie. Donc, toutes ces données, toutes ces connaissances, l'idée, c'est de les échanger et de les remettre en mouvement pour que les femmes puissent trouver des solutions naturelles à leurs problématiques. Alors, bien sûr, il y a la ménopause, mais il y a aussi de l'andropause. Souvent, on met en avant ce grand changement de vie féminin, mais il se passe aussi la même chose avec des symptômes équivalents pour les hommes. Alors, j'ai moins d'hommes qui participent à mes balades botaniques. Par contre, les quelques-uns qui viennent sont finalement assez surpris. Enfin, moi, je suis assez surpris du résultat. Puisque notamment je pense à un monsieur qui est venu au stage du mois de juin, parce que lui, ce qui l'intéressait principalement, c'était de faire du yoga et de découvrir la montagne. C'était un grand randonneur, donc la montagne du Cantal. Et au final, il a écouté donc les informations sur les plantes que j'ai données pendant ces randonnées d'une manière très sage, comme quelqu'un qui est d'accord, hein, qui était d'accord qui s'est engagé à prendre toute la formation telle qu'elle était. Et figure-toi qu'il m'a rappelé, parce que j'ai parlé de l'ortie, et j'ai parlé notamment des effets sur la prostate de l'ortie. Il m'a rappelé, il me dit, tu sais Véronique, moi j'ai un souci pour uriner, franchement, si l'ortie ça marche, je vais essayer. Et du coup, là, je dois lui envoyer donc des rhizomes d'ortie pour démarrer un traitement en suivant les prescriptions de l'herboristerie traditionnelle. Et quelque part, il a choisi spontanément d'être cobaye pour résoudre son propre problème. Donc, les hommes aussi, on peut leur trouver des solutions et il ne faut pas hésiter à expérimenter. Oui, c'est bon de régulièrement le rappeler. Et de rappeler aussi cette complémentarité, cette herboristerie accessible à tous qui permet de complémenter notre mieux-être
et de pouvoir aussi apporter une complémentation de soins vétérinaires. Alors je précise, hein, ça n'empêche pas de consulter un médecin pour nous ou un médecin vétérinaire pour notre animal. Il s'agit aussi d'une complémentation, une complémentarité de soins, et c'est nécessaire aussi à spécifier. Complètement. En fait, la manière dont je procède maintenant, c'est que je fais faire un diagnostic, que ce soit vétérinaire ou que ce soit par un docteur pour moi-même ou pour les personnes qui demandent conseil. Je dis, vous avez fait un diagnostic, vous savez exactement ce que vous avez. J'ai aussi, oui, dans mes relations, dans mon entourage, une dame, une pharmacienne qui est capable aussi de vérifier que les interactions entre les tisanes et les médicaments qu'on ne peut pas, supprimer d'un traitement parce qu'ils sont vitaux. Donc, elle est capable de vérifier la compatibilité. Donc ça, c'est important aussi, vérifier la compatibilité lorsqu'on veut compléter, qu'on ne fasse pas doublon, en fait, ou qu'il n'y ait pas une interaction néfaste entre des substances actives très performantes des plantes sauvages. Donc le diagnostic, c'est essentiel, c'est se rapprocher d'un pharmacien si on a plusieurs traitements en cours. Et ensuite, c'est se faire confiance aussi et écouter son corps. Ça, c'est super intéressant parce que il y a énormément de plantes, hein, donc pourquoi c'est plutôt celle-ci que celle-là? Eh bien, en fait, il faut écouter son corps, suivre son intuition entre plusieurs plantes qui sont indiquées pour les mêmes symptômes ou la même affection, et ben se dire, bah tiens, je vais essayer plutôt l'herbe terrestre ou je vais essayer plutôt la menthe. Voilà. Et puis, si on sent que ça ne le fait pas, et ben on change de plante, tout simplement. Eh bien, merci infiniment, Véronique, de ce partage que tu sais si bien faire, hein. Je rappelle, tu es ingénieure horticole, botaniste de terrain, mais également formatrice et conférencière, et tu proposes des stages tout au long de l'année. Et on peut retrouver toutes ces informations sur l'herbier des volcans, ton site, avec toutes les nouvelles dates pour 2025, bien sûr, qui peuvent se modifier au fur et à mesure, tout Oui, naturellement. la programmation est en cours. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir plusieurs fois ou simplement m'envoyer un mail, voilà, pour me dire je suis intéressée. Et moi, du coup, je communique en temps et en heure les dates dès qu'elles sont précises. À l'heure actuelle, il y a le stage du mois de juillet qui est programmé. Et pour les autres stages, voilà, c'est en cours. De toute façon, je mettrai tous les liens en barre de description comme à chaque fois. Véronique, je te dis merci infiniment d'être intervenue une nouvelle fois sur cette chaîne. Je sais qu'on aura l'occasion de reproposer quelque chose et surtout au niveau de la ménopause, un sujet qui est important et que tu as abordé tout à l'heure. Donc on fera, je pense, une capsule également sur ce sujet-là avec les plantes bénéfiques à mettre en place dans notre quotidien et dans notre vie pour vivre plus sereinement cette étape toute naturelle. Merci beaucoup, Daniel, en tout cas, de m'avoir permis d'en parler pendant cette émission, toujours très agréable à faire avec toi. Et ben oui, je te dis à très bientôt, avec grand plaisir. À très vite. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir, Daniel. Au revoir.